Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, on a changé de métier, je dirais, et de disposition. Nous allons parler du blanchisseur. Qu'est-ce que c'est que le blanchisseur? Le vrai terme, eh bien, la vraie définition, c'est que le blanchisseur, c'est celui qui est chargé de blanchir nos habits et de les repasser. Communément, en Côte d'Ivoire, dans notre jargon, nous appelons ces personnes chargées de repasser nos habits dans ces petits endroits-là, eh bien, des blanchisseurs. Ils nous intéressent aujourd'hui. Nous serons avec eux pour savoir comment est-ce que le matin commence et comment est-ce que la journée commence. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur. Matin Bonheur vous réveille pour introduire cette émission. Bonjour Alix, qu'on retrouve au studio. Avec nous, ce sera dans quelques instants le retour ici, chez notre blanchisseur. Et donc, arborer des tenues propres pour vous servir, c'est ce qu'on a décidé en ce lundi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est vrai que des fois, les lundis sont un peu moroses. J'ai tout simplement envie de vous dire de garder le sourire, de nous accompagner durant ces 90 minutes qui vont s'écouler. Et c'est sûr que vous en sortirez avec quelque chose de plus. Alors, on aura un programme très vaste et condensé à différents niveaux. Tout simplement, il faut rester avec nous, le temps pour nous de sortir, voir comment le temps se comporte avec les données météorologiques. Anya yɛrɛ kɔlɔsi ni wagati na ni coronavirus ye an y'an yɛrɛ tanga k'an sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ an ye nin lamɛn ka ɲɛ k'an jogow yɛlɛma nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya minisiriso yɔrɔ min bɛ an ya kɛnɛyako kunna ani duniya tɔnba min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye OMS ye k'i tɛgɛ ko ka ɲɛ ni ji saniyani ye ani safinɛ walima safinɛ ji. N'i bɛ fɛ ka tuso walima ka sɔgɔsɔgɔ i jija musɔrɔni ye k'i bolo i bɛ sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ walima ka tuso k'a lafili kɔfɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka foli kɛ an y'o dabila an ye a tu dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an y'an yɛrɛ tanga ka sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya gouvernement yɔrɔ. Commence en force 2021 avec Nescafé du 25 janvier au 6 mars. Achète ton pack de Nescafé 3 en 1 et repars aussitôt avec soit des plateaux, des t-shirts, de jolis mugs ou du Nescafé 3 en 1 en plus et donne-toi la chance de gagner chaque semaine une superbe voiture. Nescafé n'attend plus que toi. Décide de savourer un bon café et d'être heureux. Nescafé, commencez en force, finissez en force. Bonjour mesdames et messieurs, pour ce début de semaine, on aura au nord du pays, malgré la présence des épisodes de brume sèche. En début de matinée, on aura un temps progressivement ensoleillé avec des sensations de vent sec. Dans la banlieue centrale, le temps sera généralement nuageux et au sud, on observera des pluies faibles en début de matinée, notamment sur le littoral. Au cours de cette matinée, les températures afficheront 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Boaké, 24 à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 20 à Korogo, 19 degrés à Mans et à Odiéné, 25 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés à Yepsokro. À l'ouest du pays, on aura en fin de période des orages isolés accompagnés de pluie. Dans le sud forestier et sur le littoral, on observera des orages isolés accompagnés d'averses de pluie. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux, avec toutefois une domination des vents secs et chauds au nord. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké, 36 à Daloa et Dimbokro, 35 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, Mans et Odiéné, 32 pour San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 34 à Yamsokro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Très bon début de semaine à toutes et à tous.
Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération. Des projets dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation et la cohésion sociale, verront bientôt le jour. La nouvelle a été portée par la princesse Kazimi Boudour à la ministre Kandia Camara. La princesse de Chaskar intervient au nom de sa fondation. Walter Amadou Ouattara. La princesse de Chaskar des Émirats arabes unis chez la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La princesse Kassimi Boudour, présidente de l'Association internationale des éditeurs et cofondatrice de la structure Ubuntu, axée sur la solidarité, est venue pour une prise de contact afin d'élaborer le cadre d'une coopération avec la Côte d'Ivoire. Pour cette première visite, la princesse de Chaskar laisse entrevoir des perspectives de projets dans les domaines de l'éducation et de la cohésion sociale. Selon la princesse, le choix de Kandia Camara afin de contribuer à mener à bien ces projets n'est pas fortuit. La ministre est l'actuelle présidente de la fondation Caranta. La ministre Kandia Camara approuve cette démarche et loue les efforts de son hôte du jour pour ses actions en termes de rassemblement et d'appui aux pays africains à travers la fondation Ubuntu. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle profite de l'opportunité pour exposer l'urgente nécessité d'apporter un appui aux jeunes en difficulté en Côte d'Ivoire, particulièrement à ceux d'Abobo. Promouvoir la vision de vivre ensemble telle que recommandée par le président de la République Alassane Ouattara. Dans son actuelle mission, la princesse de Chaskar des Émirats arabes unis est accompagnée de Albert Nsenguyouva, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA, et Mamadou Touré, cofondateur de la fondation Ubuntu. On reste avec Walter Amadou Ouattara qui nous apprend que le gouvernement tient à la candidature de Jacques Anoma pour le poste de président de la Confédération africaine de football CAF. Le président de la République a mis en mission les ministres Paulin Claude Daho et Albert François Amichia. Ils se sont rendus depuis le 2 février dernier dans 14 pays africains. Suivons quelques étapes de cette offensive diplomatique. Objectif de cet important déploiement diplomatique, s'appuyer sur les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays amis et frères pour fédérer les voix au profit de Jacques-Bernard Daniel Anouma, candidat ivoirien à la prochaine élection du président de la CAF. Après le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, la deuxième étape de la mission du ministre Paulin Claude Daho l'a conduit au Tchad, au Burundi, au Rwanda et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Au cours de cette tournée, les autorités ivoiriennes ont été chaleureusement accueillis et reçus en audience par les présidents. Les chefs d'État empêchés ont délégué leurs ministres d'État et des Sports à avoir des séances de travail avec les autorités ivoiriennes. À la clé, des échanges avec les présidents des fédérations de football des pays visités. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retour de l'information, 7h. Merci bien pour ce duo avec ces différentes tonalités qui montrent bien que nous sommes ici avec un homme et une femme. Donc nous allons retrouver monsieur Thierry Angeval qui a décidé aujourd'hui de nous faire voyager au travers de ce beau métier-là qu'est la blanchisserie. C'est sûr qu'il va humer ici un parfum de lavande. Pourquoi pas, on le retrouve pour voir la senteur qu'il préfère. Voilà les amis, nous sommes de retour. Et bien dans Matin Bonheur vous réveille, on l'a dit, nous sommes aujourd'hui avec un blanchisseur. Alors, je répète, petite piqûre de rappel, donc dans ce Matin Bonheur vous réveille, un blanchisseur, c'est celui qui est chargé de blanchir nos habits et de les repasser.
Mais bon, communément, nous, on appelle ces personnes qui repassent nos habits chaque matin, qui nous permettent d'être bien, je vais dire, d'avoir des habits bien dressés. Eh bien, ce sont aussi des blanchisseurs, comme on aime les appeler. Et aujourd'hui, nous sommes à Angré-Château, avec un monsieur qui a ce style particulier. Oui, il est dans son bureau, donc il est bien habillé. Chemise, cravate, voilà, bien propre, bien habillé, pour dire que voilà, il faut très souvent prendre ce que nous faisons au sérieux. Il s'appelle Monsieur Amani Séverin. Monsieur Amani Séverin, qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui dans Matin Bonheur vous réveille. Alors, comment ça a commencé la journée? Déjà, on est très tôt, c'est vrai que les gens ne viennent pas encore et tout, mais on a vite ouvert pour commencer le travail. Alors, chaque matin, c'est comme ça? Oui, bon, les clients viennent pratiquement très tôt, mais aujourd'hui, bon, là, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas encore arrivés. Oui, voilà, sinon d'habitude, aller là, bon, c'est chaud sur moi. Oui. Voilà. Mais vous avez la chance parce que pour un lundi matin, si ce n'est pas chaud sur vous, c'est que les gens se reposent un peu avant d'aller au travail tout à l'heure. Alors, chaque matin, lorsque Amani se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Avant qu'on parle un peu de son métier et tout, et de combien d'années d'existence ici. La première des choses, c'est la prière. Hein. Je mets ma journée dans la main de Dieu. Oui. Et puis bon, ok, je prends mon petit café. Et puis bon, le boulot commence. Alors, depuis combien de temps il est blanchisseur? Waouh. Bon, le lieu, ça a commencé depuis longtemps. Là, c'est pour mon papa. Oui. D'église, le pasteur, c'est un pasteur. Oui. Le papa qu'on va voir tout à l'heure. Oui, c'est un pasteur, bon, ok. Sinon que moi, je suis arrivé ici, ça fait 6 mois que je suis ici. Ah, 6 mois? Oh, oui. Et déjà en 6 mois, Amani a défrait la chronique avec son style et tout, il attire tout le monde. Ça veut dire qu'il fait bien son travail. Oui. Au fait, sinon que le lieu a commencé depuis 2007. Hein. Depuis 2007? 2007, okay. Oui. Voilà, donc quand je suis arrivé, bon, je faisais un peu, particulièrement pour moi-même, de l'autre côté mon travail, mais là, ce n'était pas blanchisserie. Oui. Voilà, donc j'ai fait mes activités, mais j'ai eu un accident, donc je ne pouvais plus trop bouger pour faire les trucs physiques. Okay. Donc voilà, donc quand on s'est croisé là-bas, quand il m'a vu, je ne faisais rien. Pratiquement rien, je suis toujours là à l'église, il m'a vu. Et puis, vous a demandé de venir ici. Voilà. Okay. De l'aider un peu dans cette belle tâche et tout. Oui, c'est une belle tâche parce que chaque matin, nous convergeons, nous sommes nombreux à converger vers ces messieurs. Il y a aussi quelques rares fois des dames qui font ce métier, surtout les hommes qui font ce métier chaque jour, chaque matin dans nos différents quartiers. Alors, on a combien de vêtements à repasser par jour? Oh, wow. Est-ce qu'on peut compter? 12, non. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup. Oui. En tout cas, c'est beaucoup. Sinon, bon... En tout cas, bon, parce qu'il y a repassage et puis il y a lavage. Okay. Bon, les repassages chaque matin, c'est combien? On ne peut pas compter forcément, mais on en a beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup. Parce que tout le quartier vient ici. Oui, presque. Oui. Presque. Avec mon style, bon, ça attire un peu les clients. De plus que... On va parler du style. Pourquoi ce style-là? Bon, je me dis que bon, pourquoi ne pas donner l'exemple sur moi si je fais ce métier? Voilà, donc avec moi, mon exemple sur moi, quand ils voient tellement je suis. Et puis bon, c'est comme ça qu'il prend le travail. Il est vraiment dans ce métier parce que nous, on ne peut pas faire cet exemple. Moi, je suis un peu français ce matin. Mais bon. Alors, donc c'est ce style qui attire les clients et tout. Quand ils viennent comme ça, qu'ils vous voient, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on dit que non, il ne devait pas être ici, qu'il devait être au bureau. Il dit que oui, dans un bureau. Mais ici, c'est un bureau. Oui, dans un bureau. Il dit, bon, d'accord, oui, j'ai compris. Mais oui, souvent, il prend le pot pour aller chercher de l'eau. Parce que, voilà. Tout ça, là, on me dit, bon, pourquoi? Tu vois, tu es bien habillé comme d'habitude, tu as le bien. Tu dis, mais non, c'est le travail là qui a fait que j'ai acheté ça. Pourquoi pas, il ne peut pas transporter. Voilà. Alors, avant de nous intéresser à d'autres personnes, en l'occurrence des clients qui sont là, et aussi le pasteur Gédéon, qui est le... Gédéon Boué. Ok. Et nous nous intéressons au pasteur Gédéon Boué. Eh bien, on va donner un conseil à toutes les personnes, peut-être qui sont à la maison, qui ne font rien, ou qui pensent que c'est un
vilain métier. Voilà. Il n'y a pas de saut métier. Hein. En tout cas. Merci de donner un conseil à ces personnes-là. Oui, parce que ça nourrit son homme. Hein. Ça nourrit le monde. Oui, ça nourrit le monde. Donc, faut pas, ils vont négliger tout ce qu'ils entreprendront. Donc, parce que tout ce que tu fais, c'est ça qui te fait à manger. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger. Oui. Donc, au quartier, ce n'est pas parce qu'il y a un blanchisseur, vous allez négliger le blanchisseur. Non, c'est un métier quand même noble. Et c'est un sacerdoce, faire plaisir aux gens, c'est important. Merci beaucoup, Amani. Allez, on va demander au pasteur de venir. Pasteur Boué Gédéon. Voilà, il est le propriétaire de cet endroit qui nous reçoit aujourd'hui. J'ai même pas demandé, est-ce que... Bon, c'est vrai que c'est une blanchisserie, mais est-ce qu'il y a un nom particulier? Bonjour. Oui, il y a un nom particulier, c'est le torrent. Le torrent. Le torrent. Okay. Le torrent. Pourquoi le torrent? C'est vrai que vous êtes très plongé dans les écrits, ça. Le torrent, c'est un exemple biblique. Quand David devait aller livrer bataille contre Goliath, il est allé choisir 5 pierres dans le torrent. Et c'est à partir de là que la victoire est venue et Goliath a été terrassé. Bien sûr. Et donc, vous voulez la victoire ici, dans cette blanchisserie, le torrent, ici à Anglais. Donc, les clients, venez emmener la victoire avec les habits aussi, avec ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette belle opportunité que vous donnez à toutes les personnes dans le quartier. Parce qu'il n'y en a pas, vous êtes le seul ici. Oui, c'est la seule blanchisserie. Et ça a commencé il y a un peu longtemps de cela. Je dirais depuis 2007. En ce moment, le quartier n'avait pas évolué. Et nous constatons aujourd'hui que le quartier a évolué. Et tous les clients viennent de part et d'autre, même un peu au-delà du quartier. Quand ils sont bien servis, même étant loin, ils appellent et puis on va chercher leurs vêtements pour envoyer ici. Merci beaucoup. Et ici, la particularité, c'est chemise bien repassée, c'est cravate, c'est paire de lunettes. On est au bureau, tout simplement. Merci beaucoup. Allez, on va laisser Amani travailler. Vous allez vous retirer. Et puis, on va attendre des clients, des potentiels clients qui vont venir d'un moment à l'autre. Allez, Amani, on continue de travailler. Alors, Amani, on attend des clients? Oui, attend les clients. On ne sait pas, c'est un lundi matin et puis tard comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être qu'ils sont... peut-être les dimanches, peut-être qu'ils sont un peu fatigués. Ils prennent le temps. Oui. Ouais. Ils prennent le temps. En tout cas. On a un client qui arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est monsieur Kwakunda. Monsieur Kwakunda. Alors, vous avez l'habitude de fréquenter cette blanchisserie? Oui, j'ai l'habitude d'envoyer les choses ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur le torrent? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette blanchisserie? On peut dire qu'ils sont tout le temps parfaits. Ils ne m'ont jamais doublé en tout cas. Ils ne m'ont jamais doublé? Oui, je viens ici. Vous n'êtes jamais venu et puis c'est fermé Oui. En tout cas, les rendez-vous, vraiment, ils sont tout le temps au rendez-vous. Ils répondent toujours. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous voyez, vous faites la fierté du quartier. Hein? Merci. les gens, ils sont satisfaits. Oh, merci. Ah, mais c'est bien. Et c'est comme ça les matins et tout. Oui. On a encore un autre client. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je me permets de vous accoster avant même que vous ne puissiez parler à Amani. Vous êtes dans le quartier? Oui, j'habite juste à côté. Ah, vous êtes juste à côté. Oui. Donc vous connaissez ce monsieur avec sa cravate, sa chemise Oui. Ok. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui donne l'exemple parce que moi-même, c'est comme ça que je m'habille. Ok. C'est pour cela que j'envoie mes habits pour pouvoir les faire repasser. Vous êtes venu chercher des habits Oui, je suis venu chercher des habits. Ok. Amani, on va donner les habits du monsieur. Ok. Oui, monsieur Kona. Rapidement, je peux tenir. Vous voyez, tout est modernisé maintenant. Hein. Ce n'est plus les blanchisseries d'avant où on vient. Voilà. Maintenant, il y a le nom sur les paquets. Voilà. Le total fait 3 400. Le paquet. Ok, d'accord. Merci. Merci à vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement pour toutes les personnes qui fréquentent des blanchisseurs et tout, qui se lèvent très tôt le matin et qu'est-ce qu'on peut dire sur les blanchisseurs aussi? En tout cas, vraiment, ils nous aident beaucoup parce que si tu es tellement pressé pour aller à ton boulot, c'est pas tout le monde qui a le temps de pouvoir faire le repassage. Non seulement il a moins de coûts et ça nous arrange.
Voilà, merci. Merci, M. Kouakou, et puis bonne journée. Très bon lundi à vous. Ah là là, je sens qu'aujourd'hui, là, il y aura beaucoup de sous hein, ici. Oh, en tout cas, oui, c'est ça. Ouais. C'est tous les dimanches, là. Ouais. Oui. Là, on peut même plus faire l'interview, c'est fini, parce qu'il y a trop de clients. Les dimanches. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? C'est moi qui encaisse aujourd'hui. Vous êtes venu pour retirer les habits. Donc. Vous êtes venu retirer, pas déposer, retirer. Et ça fait combien 500. Oui. À Mani, ça fait 500. Je suis le comptable aujourd'hui. Oui. Beaucoup de 500, ça, c'est pas mauvais. Hein. Vous allez bien, madame? Oui, ça va. C'est quel nom? C'est Larissa. Vous habitez le quartier? Oui, oui, j'habite le quartier. Vous êtes une habituée? Oui, oui, oui. Okay. C'est bien. Ok, merci. Merci. Oui, après. Voilà, Gerson, merci. Wow. Alors, c'est la belle petite surprise de Matin Bonheur. Pasteur Gédéon Boué, venez. C'est la belle petite surprise de Matin Bonheur, voilà. Nous vous offrons avec les compliments de la RTI et avec les compliments de Matin Bonheur. Il y a cette tasse aussi là, que je mets là, voilà. On permet de prendre du bon petit café le matin. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, merci à l'équipe de la RTI et aussi merci au bon Dieu. Amen. On fait des erreurs, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous disons merci infiniment à la RTI 1 qui a pensé à nous aujourd'hui. Oui. Que Dieu vraiment vous permet d'avoir la sagesse, tout ce que vous voulez que Dieu vous donne et que votre travail pour lequel vous êtes ici puisse avancer. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et oui, c'est ça, ça peut être chez vous, ça peut être avec vous. Et puis, on dit comme ça merci à ces messieurs qui nous ont reçus aujourd'hui. On dit aussi merci à toutes ces personnes, à tous ces clients qui viennent généralement ici pour repasser leurs différents vêtements. C'est ça aussi notre quotidien. Matin Bonheur vous réveille, c'est fini. On se retrouve au studio avec Alix. Merci. Et à tout de suite. Juste le temps pour nous de nous changer. Et on se retrouve au studio. À tout de suite. C'est sûr, dans des vêtements bien repassés par notre cher Amani et son père. Et on accepte ici les bénédictions qui ont été faites à l'endroit de cette équipe. Alors, un autre membre de l'équipe maintenant fait son entrée pour la revue de presse. Vous avez deviné, c'est Arono Kobia pour ce lundi. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre avec la presse dans son ensemble qui rend un hommage à M. Laurent Dona Fologo qui nous a quittés. Oui, décédé le vendredi dernier, l'ex-ministre continue d'être magnifié par les médias nationaux. En témoigne la une du Nouveau Réveil de ce jour où il est écrit en rouge vif. Hommage à Laurent Dona Fologo, le confrère dans le papier qu'il consacre aux défunts, cite plusieurs personnalités telles qu'Henri Konan Bédié qui pleure un homme de devoir et un grand serviteur de l'État. Il mentionne aussi Thérèse Houphouët-Boigny qui note que c'était un grand serviteur de son défunt époux. Et retrouver le parcours professionnel et politique de l'ex-président du Conseil économique et social dans le Nouveau Réveil de ce jour. Et toujours sur le même sujet, hommage à l'illustre disparu, à lire dans l'Intelligent d'Abidjan de ce jour, avec une interview inédite de l'homme. Le confrère publie dans son intégralité un entretien qu'il a eu avec le père du sursaut national en 2014. Dans cette interview qui est parue dans le numéro des 5 et 7 mars de la même année que l'Intelligent d'Abidjan, l'ex-journaliste, entre autres sujets abordés, revient sur les péripéties de sa carrière politique. Et toujours au titre de l'actualité, les législatives de mars prochain, 6 mars précisément, après les élections des membres des commissions électorales locales, le palabre est fini ou la palabre est terminée? C'est ce que barre à sa une Le Patriote, selon le confrère, vu que la campagne d'installation des membres des commissions électorales indépendantes locales qui s'est achevée hier s'est déroulée en tenant compte des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et aussi des exigences de l'opposition, plus aucun obstacle ne devrait se dresser désormais sur la voie du scrutin du 6 mars. Et on poursuit encore une autre couche pour les législatives. Le parti Ensemble pour la démocratie et la souveraineté déploie ses troupes sur l'ensemble
du territoire national. C'est ce que révèle la voix originale en lançant en manchette. Les candidats EDS encerclent le pays. Selon le confrère, les émissaires du parti proche de Laurent Gbagbo sont à pied d'œuvre sur le terrain afin de garantir sa victoire au scrutin du 6 mars. Et monsieur le ministre Kakabe réconcilie l'élite de Yamoussoukro. Oui, en mission de réconciliation dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire ce samedi, Kakabe, selon le matin, n'y est pas allé du dos de la cuillère avec les cadres de la région. À en croire le confrère, Kwadio Konan-Bertin a asséné ses vérités aux cadres de la région qui, selon lui, sont à la base des malheureux événements qui ont émaillé la ville à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre dernier. Le ministre de la Réconciliation leur a recommandé de faire la paix pour le bien des populations. Retour à Abidjan, on part pour Bingerville où 2 villages, nous dit-on, sont au bord de l'affrontement. Il s'agit des villages de Mbatobouaké et de Kofikro. Selon Soir Info qui révèle cette histoire, c'est un conflit foncier portant sur une parcelle de 202 hectares, revendiquée par chacune de ces 2 localités, qui est à l'origine de ces tensions. On espère qu'il y aura un dénouement pacifique. Mais vente du cacao, l'Inter propose des pistes de solutions pour sauver l'or brun de notre pays. Oui, selon le confrère, cette situation naît du bras de fer entre le Conseil Café Cacao et les multinationales sur la question du différentiel de revenus décent, dont l'objectif est de permettre aux paysans de bénéficier d'une meilleure rémunération, est en train de plomber la campagne de vente de cacao de cette année. Et face à cette situation, l'Inter propose des solutions qui pourraient permettre de la juguler et permettre ainsi aux planteurs de jouir du fruit de leurs efforts. Et on reste toujours en économie avec la Bourse régionale des valeurs mobilières qui a enregistré 2 milliards de francs CFA de transactions en fin de semaine dernière. Tout à fait. Et ce volume d'activité, selon le site d'information économique sicafinance.com, est le plus élevé depuis le début de cette année. Selon le média en ligne, c'est l'action Sonatel sur laquelle a porté 97% des échanges de ce vendredi qui est à l'origine de cet exploit. On termine avec du sport et cette belle victoire de Sisségueux qui remporte le meeting en salle de Berlin. Le sprinter ivoirien a remporté cette compétition le vendredi dernier dans la capitale allemande. C'est la 2e médaille d'or que l'athlète ivoirien enlève en ce début d'année, après celle glanée le 1er février en finale du 60 mètres à Düsseldorf, toujours en Allemagne. Et félicitations donc à lui pour cette belle victoire. Il hisse très haut le drapeau ivoire. Merci à Renaud Kobia. Merci Alix. On a terminé avec le sport, mais on va poursuivre aussi avec le sport. J'espère que vous allez exercer les mouvements qui viennent maintenant avec la coach. Oui, pourquoi pas, retirez tranquillement votre veste puisque vous en avez la possibilité pour faire maintenant de la performance hebdomadaire votre levier pour ce lundi. Allez, on y va. Bonjour à tous, bienvenue à notre séance de fitness motivation. En place, la bouteille d'eau, la serviette, c'est parti. On décolle la jambe, on tient. Exercice d'équilibre. On va décoller là, le bras, poser, aller en arrière, tirer. Là, talon aux fesses. Relâchez la même jambe à l'extérieur, tirez. Très bien. Change de jambe. Tenez là, tirez. On tient avec le bras. Levez le bras. Très bien. La même jambe en arrière. Là, basculez. Et là, on fait sortir à l'extérieur, tirez. Relâchez. Bras tendus, tirez sur le tronc dans le même sens que moi. Changez de bras, basculez dans l'autre sens. Très bien. Déployez là. Exercice arrière. Change de sens, basculez de chaque côté. Très bien.
exercice avant là. Nous allons monter. 1, 2. Changer de côté là. 1. Allez, changement de sens. L'exercice consiste à aller de chaque côté. 1. Coude au sol. 1. On remonte. 1. On revient encore sol. 1. Coude au sol. On remonte. 1. Relâchez. Bras. Fini de récupérer, descendez. On descend fessier. De ce côté, coude au sol. J'espère que ça peut aller. Décoller les jambes. Là, 1. Contractez, abdominaux. Juste la jambe qui travaille, qui travaille, qui travaille. On tient, on ne lâche pas. Go! On va changer de sens. Prêt? Courage, ça va aller. Nous sommes à la fin de notre exercice. Prêt? Serrez fessier. Avancez juste. Prêt? Go! Allez! Jambes tendues. 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 Et tendues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Ah oui, merci à la coach Marie-Noël pour tous ces mouvements. C'est sûr qu'on aura la flexibilité et les énergies positives pour poursuivre ce lundi qu'on a démarré avec vous depuis 6h25. Alors, on va maintenant partir pour une toute petite pause. Et puis juste après, ce sera Régis Kofi pour le Flash Afrique Inter. Et Monsieur Ekou sera là aussi pour Inforoute. À tout de suite. Njani momu coronavirus wa ba menu iti esasaiun esasabenga meumwie dan ejina coronavirus atinga be kle efe so atinsu benga be tuye foso yole awa oni OMS be wan yo ble klasu e unzi sa nzuenu oni samla Tawai masokusu a renzu kunle efa ipapa isa meun efa muso asan ebo nu tango tawai masokusu esa kplonu ebo tango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima esa nu na efa esa e kae ima oni ebue oni enua njani momu esa saeun esa saeti na coronavirus e jren na yo jasinga eboe klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lola e kae klamo Eh oui, le temps du générique du Flash, on recevra Régis Kofi dans quelques petites minutes pour les informations de notre continent et bien sûr hors du continent. Alors, pour Régis qui sera là dans quelques instants, il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, nous sommes quand même au 8e jour du 2e mois de l'an 2021. Nous sommes donc le 8 février et puis c'est ce mois-là qui est le mois de l'amour par excellence. Vous le savez, on aura donc un programme
femmes pour vous mettre les cœurs dans les yeux et puis vous faire déborder d'amour pour l'être aimé, pourquoi pas. Alors, ceux-là, on les aime assurément. Ce sont nos bouts de chou. Quand ils naissent, on est rempli de joie. Alors, il faut quand même leur trouver des prénoms. Et nous, ici à Matin Bonheur, on a décidé comme ça de vous en suggérer avec des prénoms qui nous viennent de diverses contrées. Aujourd'hui, on fera le tour du côté de la Guinée pour vous suggérer ce prénom de jeune fille, à savoir Kourouma, qui veut dire guerrière. Guerrière, si vous voulez que votre fille soit combative, déterminée, vous pouvez lui donner ce joli prénom-là. Pour les garçons, ce sera Amara, voilà, Amara qui veut dire Dieu a parlé. Et quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, c'est sûr que sa destinée est assurée. Alors, on reste toujours au titre de notre continent et puis même de nos imaginations, sinon inspiration pour ce proverbe. Celui qui se lève tard ne voit jamais la tortue se brosser les dents le matin. Dis donc, celui qui se lève tard ne voit jamais la tortue se brosser les dents le matin. Quand on sait que les tortues, elles sont nonchalantes, elles sont monotones, il faut se lever tôt, effectivement, pour pouvoir les voir. C'est vraiment imagé, hein, se dire que l'avenir sûrement appartient à ceux qui se lèvent tôt. On aura d'autres infos. Le temps pour nous maintenant de découvrir Régis Kofi qui est là avec ses infos. C'est le Flash Afrique et Inter. Et à l'antenne. On vous écoute. Bienvenue. Merci d'être avec nous pour feuilleter les pages de l'actualité internationale. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, la désinformation est la grande ennemie de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Certains ne croient pas en l'efficacité du vaccin, d'autres pensent qu'il aurait d'autres effets. Réaction. Qui circulent des fausses informations sur les vaccins et qui amènent les gens un peu à soit à être réticents ou à être hésitants par rapport à la vaccination. Bon, ce n'est pas une chose nouvelle. Je pense que depuis qu'on a commencé à vacciner, ces phénomènes-là existent. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été amplifié maintenant par les réseaux sociaux et les médias. Ce qui intrigue les gens, ça, n'ont pas testé pendant au moins 2 ou 3 ans, mais tout juste 9 mois, 1 an maximum. C'est ça qui intrigue les gens, ça. C'est pourquoi la majeure partie de la population sénégalaise, ils sont un peu sceptiques, quoi. Personnellement, j'y crois, vraiment j'y crois. Je suis diabétique et puis je suis un peu âgé maintenant. Alors, j'ai 69 ans, alors il faut que j'aille me faire vacciner. Je ne trouve pas l'intérêt de vacciner des gens que la maladie n'atteint pas trop vite. Il y a des gens qui ont plus besoin du vaccin que nous. C'est eux qui doivent se faire vacciner, je crois. Moi, en personne, je ne vais pas me faire vacciner. Je porte des masques, je prends mes précautions et tout. Mais je crois pas trop à la maladie. Certes, elle existe, elle est là. Mais pour nous, il n'y a pas de danger. Le président haïtien Jovenel Moïse, très contesté dans le pays, en crise, a annoncé hier avoir échappé à une tentative d'assassinat. Les autorités procédant à une vingtaine d'arrestations. Le chef de l'État haïtien s'exprimait sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince, entouré de sa femme et du Premier ministre qu'il a chargé de donner ultérieurement tous les détails, sans filtre. Du football, le Maroc entre dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations CHAN en battant hier le Mali 2-0 en finale de la compétition. Les Lions de l'Atlas deviennent les premiers, ou alors la première sélection à remporter la compétition 2 fois de suite. Regardons. Bravo les champions, vous le méritez. Vous avez donné du football de votre pays une bonne image. Et 2-2 pour les Lions de l'Atlas du Maroc qui remportent ainsi la 6e édition du CHAN 2021 au stade Amadou Ahidjo du Cameroun. Pour cette finale face aux Aigles, ce sont les Marocains qui, les premiers, donnent les signaux à la 18e minute. Le coup franc du buteur maison Raimi est bien suivi par le portier malien Diarra. Les hommes d'Oussine Amouta passe à la vitesse supérieure et marque 2 buts sur des balles arrêtées.
Aux 69e et 79e minutes, Soufiane Bouftini et le capitaine Ayoub El Kaabi trompent de la tête l'excellent portier malien. Le Mali finit la partie à 10-11 après l'exclusion d'Issaka Samaké. Les Lions de l'Atlas gèrent tranquillement le reste du temps jusqu'au coup de sifflet final. Les Verts et Rouges restent sur le toit du continent grâce à ce succès 2-0 devant le Mali. La sélection malienne perd ainsi sa deuxième finale après l'échec de 2016 devant la RDC. Le Maroc, de son côté, entre dans l'histoire de cette jeune compétition africaine en devenant la première nation à conserver sa couronne et rejoint la RDC au palmarès. D'autres grands rendez-vous sur la planète foot ce dimanche, notamment le Classico français, Paris Saint-Germain-Marseille, rencontre qui a tourné en faveur des Parisiens. Score final 2-0, Kylian Mbappé et Mauricio Icardi sont les buteurs. En Angleterre, un choc au sommet. La victoire de Manchester City, solide leader désormais de la Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont surclassé le Liverpool de Mohamed Salah. 4-1, score final. City bien aidé par Alisson, le gardien de Liverpool, à la base de 2 énormes erreurs. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à vous, à Régis Kofi. Et nous allons recevoir dans quelques instants M. Paul Arnaud Écou pour parler d'un sujet très important. Pendant que Thierry Angeval est déjà dans ce studio, il arrive, vous allez voir son costard, hein, c'est sûr qu'il est passé chez le blanchisseur. Ça, il n'y a vraiment pas à redire. J'avais pas le choix. Mais bien sûr. Mais depuis, je te regarde là, j'étais dans la voiture et tout, je regardais à travers l'application de la RTI, mais oui. tu scintilles à l'antenne. Hein? Ben, merci, on a décidé de faire un effort parce que c'est la semaine qui nous mène tout droit vers la fête de l'amour. Tu fais tous les jours les efforts, on dirait. Ben bon, finalement on ne se dédie pas, hein, on reste égal à nous-mêmes. Bien sûr, allez, chers téléspectateurs, bonjour, rebonjour, je vais dire. Nous sommes dans cette émission, la semaine de l'amour que nous allons avoir. Et bien, toute cette semaine, on va parler de l'amour, on va penser l'amour, on va faire l'amour. Bon, dans un autre sens. Allez, on poursuit cette émission. Qu'importe le sens qu'on prend, il faut simplement que cela émane de beaucoup de joie. Alors, nous, on va recevoir maintenant M. Paul Arnaud Écou. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est les travaux de la commission spéciale de suspension de retrait du permis de conduire. On va épiloguer là-dessus pour avoir tous les détails juste après ceci. Bonjour, voilà. Monsieur Écou. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour Thierry. Merci. Top, c'est parti. Oui, top, c'est parti. On démarre donc avec vous sur le sujet qu'on a énoncé, les travaux de la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. Déjà, on va essayer de situer le cadre et savoir ce que c'est que cette commission, la SMission. Merci beaucoup Alice. Cette commission, on se souvient, a été réactivée en décembre 2018 après le décès tragique d'un artiste comédien national de la circulation. Brahima Sidibé, je crois, Bulldozer. Donc cette commission va être un organe technique qui va examiner toutes les questions liées au retrait, à la suspension du permis et va formuler au ministre des Transports des mesures de sanctions à prendre. Donc elle vient compléter l'action de la justice dans la répression des conducteurs indélicats. Alors, comment elle fonctionne concrètement, cette commission? Cette commission va fonctionner comme un organe juridictionnel. Comme je disais, elle va contribuer à rendre la justice. Il y a des représentants des différents ministères, des différentes institutions, notamment la justice. Il y a 8 personnes que la loi désigne, qui se réunissent régulièrement, une fois tous les mois, qui examinent les cas qu'on leur soumet. Et comme une audience, ils reçoivent les conducteurs délicats, ils écoutent leurs exposés, ils analysent les situations qu'on leur pose, et puis bon, ils proposent soit de retirer le permis, soit de suspendre le permis. Ils peuvent aussi également proposer même de restituer le permis lorsque le conducteur arrive à justifier qu'il n'est pas en faute, il n'est pas en tort. Alors, on a plusieurs autres institutions, hein, dont l'OSER qui traite des questions routières, la police spéciale de la sécurité routière, et on a aussi la Commission nationale de la sécurité routière. Quelle est la pertinence d'avoir cette nouvelle commission où il y a carence? Il n'y a pas carence, il y a peut-être complémentarité, il faut le dire. C'est vrai que depuis quelques années, on constate une montée en puissance
des organes de régulation de la sécurité routière. Et c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'organes en place, avec la police de la sécurité routière que vous avez citée, la commission qui va peut-être bientôt démarrer ses activités. Mais il y a une complémentarité. Mais on part du principe que le permis de conduire, il est en amont même de la lutte contre l'incivisme, contre l'accident. Donc, personnellement, il fallait particulièrement le réglementer. Et on met en place une commission spéciale qui va justement plancher sur simplement les questions de permis de conduire. Les autres ont des missions plus larges, donc ça peut diluer la nécessité de suivre de façon précise les permis de conduire. Donc ça, c'est un. Et deux, cette commission-là permet une collaboration entre plusieurs structures, ce qui n'est pas souvent le cas avec d'autres commissions. Elle va permettre la collaboration entre la justice, à qui appartient vraiment le pouvoir de sanctionner et d'annuler des permis, et d'autres acteurs. Donc elle se positionne en amont de la lutte contre les accidents de la route. Et donc elle a sa place forcément. Elle pourra cohabiter avec les autres structures qui vont arriver. Elle pourra cohabiter, elle existe depuis longtemps. Est-ce que les résultats sont satisfaisants quand on sait que sur nos routes, il y a tellement de soucis? C'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée, mais en à peine 2 ans d'exercice, les communiqués que le ministère nous porte à notre connaissance fait savoir qu'il y a 810 permis de conduire qui ont été retirés pour environ 3000 cas qui ont été confiés à la commission. Je pense, à mon avis, qu'en moins de 2 ans, c'est quoi, environ 150 décisions par mois. C'est quand même d'une efficacité redoutable. C'est vrai qu'en face, il y a beaucoup de comportements indélicats, il y a beaucoup d'incivisme sur la route, mais une commission qui, en 2 ans, peut statuer sur 3000 dossiers, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri. Donc, c'est quand même assez efficace. Sauf que peut-être qu'en aval, on ne reçoit pas les décisions. On n'analyse pas pour voir quel est l'impact. Je ne sais pas qui a été sanctionné. Peut-être qu'il est encore dans la circulation, je ne sais pas. Donc il y a peut-être 2 éléments qu'il faut mettre en place pour qu'on apprécie vraiment l'efficacité de la structure. Mais je pense qu'elle est quand même assez efficace. Et je pense qu'elle comprend aussi des acteurs qui savent, qui maîtrisent bien l'intérêt de sanctionner. Le procureur de la République y est représenté, le ministère de l'Intérieur y est représenté. Donc sa composition, ses décisions font que la commission est forcément une structure efficace. C'est du concret? On retire vraiment des permis en Côte d'Ivoire? On retire des permis, puisque le ministère ne va pas s'amuser à communiquer 810 permis retirés. On retire des permis, on retire c'est vrai, à des peines très lourdes. Des fois, on les retire jusqu'à 10 ans, des fois à 20 ans. J'ai vu des décisions, des communiqués où on dit qu'on a retiré des permis pour 20 ans. C'est quasiment une annulation du permis, parce que le permis de conduire, il dit 10 ans, on le retire pour 20 ans. C'est-à-dire qu'on te retire ton permis, mais on ne te donne plus le droit de conduire, en quelque sorte. Donc, quand même, c'est efficace et redoutable. Et c'est très régulièrement qu'on apprend qu'on a retiré des permis. Il n'y a pas longtemps, le 31 janvier dernier, on a retiré 18 permis. Donc c'est concret, c'est pratique. Sauf que nous, on n'a pas les moyens d'apprécier qui a fait l'objet d'une sanction. Peut-être qu'il va falloir appeler à promouvoir, merci beaucoup, à divulguer, pourquoi pas à publier même les décisions qui ont été rendues pour qu'on apprécie avec elles. Alors, sous d'autres cieux, concernant cette forme de gestion même des contrevenants, on va dire, aux conditions pratiques routières, on a vraiment des choses qui sont très stipulées. Par exemple, avec les permis à points, on sait que telle infraction va nous faire retirer des points et à terme, on n'aura plus de permis. Ici, comment c'est organisé? Quelles sont les fautes majeures qui sont commises et qui entraîneraient le retrait d'un permis? C'est vrai que nous, on a prévu dans notre législation depuis 2016 la procédure de retrait de points des permis. Oui. Mais bon, de façon pratique, on n'y est pas encore arrivé. J'espère que ça sera pour bientôt, parce que ça peut être une alternative. Parce que le principe du retrait des points de permis, on sait combien de points on va perdre, alors que là, on a le risque de perdre son permis d'un coup. C'est clair. Pour une même faute. Donc, généralement, on va punir les infractions graves. Mais il ne faut pas qu'on se limite aux infractions. Chaque fois qu'il va y avoir un accident de la circulation entraînant mort d'homme, entraînant des coups et blessures, donc des accidents mortels, exactement. Dès lors que le procès verbal et constat d'accident est transmis à la commission et que votre permis a été retiré, vous risquez de vous retrouver dans la commission pour vous défendre. Donc, et bien évidemment, le test a été écrit en fonction. Le test a été écrit pour lutter contre les accidents. Donc, le test date de 63, qui précise que chaque fois que le juge est appelé à prononcer une sanction contre un conducteur auteur d'un homicide ou des coups de blessure graves, il doit pouvoir prononcer l'annulation du permis ou la suspension. Donc, c'est le corollaire. Donc, chaque fois qu'il va y avoir un accident de la circulation, on risque de se retrouver devant la commission. On peut aussi se retrouver devant la commission pour certains cas en matière d'inaptitude. Parce que, bon, s'il était médicalement prouvé que vous n'êtes plus apte à conduire, vous allez vous retrouver devant la commission qui va retirer votre permis. Donc, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs comportements
qui vous amènerait forcément devant la commission. Et c'est sûr qu'on pourra prolonger sur le sujet la semaine prochaine, car c'est très important de savoir exactement quelles sont les incidences du retrait de permis. Nous, on va passer à autre chose. Oui, bien sûr, c'est Instant Vérité avec Gabriel Zani. On parle d'un sujet qui nous intéresse tous, passage à 10 chiffres. Que fait la RTCI? Invité aujourd'hui, M. Bilé Dieméléou, directeur général de la RTCI, et c'est maintenant. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans Matin Bonheur et vous suivez Instant Vérité. 31 janvier 2021, la Côte d'Ivoire est passée de 8 à 10 chiffres dans la numérotation téléphonique pour les lignes fixes et le mobile. Les problèmes des consommateurs sont aussi passés à 10 chiffres. Perte de répertoire, dysfonctionnement de certaines applications et des transactions mobiles, autant de difficultés qui font grogner les populations. Pourtant, l'objectif de ce basculement est d'assurer un nombre suffisant de numéros pour les 50 ans à venir, tout en permettant une fluidité dans le système téléphonique. Alors, que se passe-t-il réellement depuis le passage à 10 chiffres? Ce basculement réussira-t-il à l'exemple du passage à 8 chiffres en 2000? Que fait exactement la RTCI pour éviter les désagréments aux populations? Bilé Dieméléou, le directeur général de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, est sur le plateau de Instant Vérité pour répondre à vos questions. Mesdames et messieurs, bonjour donc, Bilé Dieméléou. Bonjour, madame. Et bienvenue à Instant Vérité. Merci pour l'invitation. Alors, 31 janvier 2021, le passage à 10 chiffres s'est fait. Une semaine plus tard, quel retour avez-vous des populations? D'abord, les populations ont compris que c'était une opération qui arrivait à point nommé parce que l'économie numérique avance, notre secteur est très dynamique et la Côte d'Ivoire devait faire son lancement, son basculement pour passer à 10 chiffres. Les populations ont montré par leur utilisation massive que l'opération a réussi. Certainement qu'il y a des fortunes diverses. Oui, vous dites que l'opération a réussi. Alors, donc, ce basculement devrait permettre une certaine fluidité dans le système de numérotation téléphonique arrivé à saturation. Vous avez communiqué suffisamment là-dessus. Alors, comment expliquez-vous donc ces incidents liés à l'utilisation des applications de conversion des numéros de téléphone? Il y a eu plusieurs applications. Les applications étaient développées librement par les développeurs d'applications. Mais je peux vous parler de l'application de la RTCI, qui est PNN RTCI, qui, semble-t-il, a fait perdre des contacts à des consommateurs. Mais pourquoi la RTCI a permis qu'il y ait plusieurs applications en la matière? Mais c'est libre, c'est libre. On ne peut pas empêcher ces jeunes start-up, ces jeunes Ivoiriens de faire des productions. Ça montre un peu aussi leur savoir-faire. Oui, ça montre leur savoir-faire au détriment de la satisfaction du consommateur. Mais puisque vous êtes libre d'aller sur une application ou l'autre. Donc vous avez aussi votre liberté d'aller choisir une application. Toutes les applications marchent. C'est pourquoi je dis qu'il y a des fortunes diverses. Il y en a qui ont perdu, semble-t-il, des contacts. Oui. Nous avons mis en place un dispositif pour les restaurer et leur montrer comment faire pour restaurer les contacts qui seraient perdus. Alors, comment faire donc pour récupérer les contacts perdus rapidement? Il y a deux systèmes de postes qu'on retrouve. Vous avez les postes dits Apple, donc qui fonctionnent avec iOS, et puis les postes dits Samsung et autres qui fonctionnent avec Android. Alors, tous ceux qui avaient les postes, enfin qui ont les postes Apple, n'ont pas eu de problème. N'ont pas eu de problème avec l'application de et les Android. Et les Android, il y a plusieurs versions. Et il s'avère que des consommateurs ont perdu des numéros. Mais en fait, ils ne sont pas perdus. Ces numéros sont dans une corbeille. Et aussi sur leur point de contact. Mais qu'est-ce que la RTCI fait finalement pour que les consommateurs puissent retrouver leur numéro? Parce que c'était embêtant quand même de changer de numérotation et au lendemain, on se rend compte qu'on n'a plus les contacts. Ne pensez pas que tous les numéros sont perdus. Ils ne sont pas perdus. Ils le disent parce qu'ils n'ont pas pu retrouver le contact
d'un correspondant. Mais on leur a démontré que ce n'était pas perdu. Je vous dis qu'il y a eu une corbeille. Dans une corbeille et on le restaure. Alors, comment on fait exactement pour récupérer ces contacts dans les corbeilles? Comment on fait? Dans les corbeilles, lorsque vous allez sur votre adresse Gmail, parce qu'il s'agit d'Android, vous avez donc un dispositif, disons, un process que vous devez appliquer pour que, bien sûr, à la fin, vous puissiez avoir votre restauration. Donc, on le fait habituellement et ce n'est pas parce que PNN est arrivé qu'on ne peut plus restaurer les numéros. Donc, on les a restaurés et nous avons fait des essais chez nous et nous avons donc pris la décision de faire un communiqué assez large et de le mettre aussi sur notre site. Alors, Monsieur le Directeur Général, ces incidents dont vous venez de parler s'étendent aussi à la qualité de la consommation par les utilisateurs. Alors, on constate des déviations ou encore des interruptions d'appels, des transactions ou de paiements mobiles qui ne sont pas vraiment effectifs. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces dysfonctionnements? D'abord, rappelez-vous que nous sommes tous des clients. Nous sommes des consommateurs de réseau. Il y a 3 opérateurs de réseau qui ont d'abord leurs clients. Et le client est amené à rencontrer son opérateur pour poser son problème. Et les opérateurs aussi se sont organisés pour leur apporter des solutions. Nous sommes dans la régulation. Prenant en compte la dimension des consommateurs, nous faisons mains et pieds, nous rappelons aux opérateurs de ne pas perdre de vue que le consommateur est au centre même du business. Donc, ils font tout pour qu'ils soient accompagnés. Mais ils font tout, Monsieur le Directeur Général, mais ça dure, ça fait une semaine. Ça fait déjà une semaine qu'on a basculé à 10 chiffres. Alors, quand on constate qu'il y a des déviations ou encore des interruptions d'appels ou des transactions financières, via mobile qui ne passe pas, vous comprenez peut-être le malaise des populations. Vous savez, tout problème se règle avec... vous pensez que ça fait une semaine, non, ça se règle. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, plusieurs clients sont dans cette situation? Les problèmes peuvent être posés, mais on est là pour les résoudre. Et nous accompagnons les opérateurs de ce que tout soit fait. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un basculement, même pas en Côte d'Ivoire seulement, mais dans le monde. Et il y a toujours des dispositions qu'on prend, bien sûr, pour que... il y a moins de désagréments. Il peut arriver qu'il y ait des désagréments. Alors, les Ivoiriens pensent que ça fait 10 millions de numéros, peut-être plusieurs millions... 10 milliards. 10 milliards, voilà. 10 milliards de numéros sont disponibles avec le nouveau plan d'exploitation mobile. C'est vrai, mais ce que disent les Ivoiriens, c'est que la RTCI a plutôt privilégié ou encore a mis l'accent sur l'accroissement du nombre des abonnés et a laissé de côté la qualité du service. Ah non, vous savez, madame, lorsque nous devions lancer cette opération, nous avons contrôlé la qualité du service. Nous avons fait des visites inopinées sur des réseaux pour nous rendre compte de l'état de ce réseau avant basculement. Et pendant le basculement, nous avons observé la mise en place, donc la mise en service. Parce que quand vous faites le basculement, il y a une étape de mise en service. Nous avons vu que toutes ces étapes ont été faites pendant que nous étions en contrôle et la qualité était encore bonne. Et puis à la fin, nous avons aussi vérifié que la qualité était bonne. Donc, la qualité de service, je ne pense pas qu'elle soit touchée. Ce dont nous parlons ce matin, il s'agit du fait que les consommateurs disent qu'il y a des interruptions d'appels, qu'il y a des déviations d'appels, des SMS qui n'arrivent pas à temps. C'est vrai, ces problèmes-là, on les rencontrait avant le passage à 10 chiffres, mais maintenant, c'est devenu plus grave. Ça fait une semaine et ils sont vraiment dans l'embarras. Voilà. Je ne pense pas, je ne suis pas sûr. On est passé à 10 chiffres, non, mais la qualité du service n'a pas accompagné. Vous n'avez aucune preuve. Vous dites que les consommateurs disent. C'est aussi facile que ça. Mais ce sont les consommateurs. Ah non, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il fallait le dire. Non, le consommateur, on dit le client est roi. Donc, oui, justement. Le client est roi, mais donc quand il parle, quand il évoque une difficulté, ben, nous qui sommes dans cet écosystème pour faire avancer, je parlais du consommateur, je parlais de l'opérateur, de l'État et de nous-mêmes. Mais nous faisons tout pour que... Parce que plus vous perdez, plus il y a des désagréments, mais votre business ne marche plus. Donc, notre objectif, c'est de tout faire pour que tous les consommateurs soient
dans un écosystème parfait. Mais comprenez aussi que lorsque vous faites un basculement, pour nous, le basculement a réussi, c'était ça le premier objectif. À l'usage, c'est ce qu'on appelle la qualité d'expérience, il peut y avoir des éléments divers. Mais est-ce que les entreprises de téléphonie payent des pénalités pour ces dysfonctionnements causés du fait du basculement? D'habitude, lorsque nous avons notre fonctionnement avec les opérateurs, selon notre décret, nos lois, et puis nos textes qui nous encadrent, chaque 6 mois, nous faisons un contrôle de la qualité, nous faisons un audit. Et puis, de façon inopinée, ça peut se faire 8 fois, 10 fois dans l'année, de façon inopinée, nous contrôlons la qualité du service. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement constant, lorsque nous constatons qu'il y a, un mauvais fonctionnement, pendant la phase d'audit, nous relevons ces défauts parce qu'il y a quand même un cahier des charges qui nous lie aux opérateurs. Bien sûr, ils payent des pénalités. Qu'est-ce que vous allez me dire d'autre? Pourquoi je ne donne pas aux consommateurs? À combien cela se lève-t-il? Ah non, sur ce plateau, vous l'avez su, il y a eu déjà des opérateurs qui ont eu 4 milliards de pénalités, il y en a qui en ont eu 3, mais ça varie. C'est selon les difficultés enregistrées, les problèmes. Voilà. Ceux qui ne respectent pas, bien sûr, notre cahier des charges. Nous avons interrogé des Ivoiriens qui disent, avec toutes ces difficultés qu'il y a et tout cela, le réseau téléphonique, l'Internet, tout cela sont fortement perturbés. Alors, les Ivoiriens se demandent pourquoi on est passé finalement à 10 chiffres. Vous voulez rester à 8 chiffres? Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire mérite cela. Voilà. On vous parle... D'abord, nous étions à saturation. À un moment donné, vous n'arrivez même plus à avoir un numéro, disons, à avoir votre cellulaire parce qu'il n'y a plus de numéro. C'était l'une des raisons principales. Mais ensuite, le futur nous appelle. On vous parle aujourd'hui des objets connectés. Vous avez entendu parler de la 5G qui arrive. Mais alors, vous voulez que la Côte d'Ivoire attende? La 5G est programmée pour nous, à la RTCI, donc en Côte d'Ivoire, pour 2023. 2023, c'est demain. Il fallait bien que nous prenions les dispositions bien avant. Et nous avions au début un pack de 100 millions de numéros. Et vous voyez ce que nous cherchons, puisque c'est des objets qui vont être connectés, nous allons à 10 milliards de numéros. C'est une nécessité. C'est même pas, je vais même dire que ça devient un impératif pour nous. C'est un impératif, parce qu'il ne faut pas être en retard. Cette question reste posée, d'autant plus que les 2 systèmes de numérotation demeurent. Voilà. Alors, on constate qu'on communique en composant aussi les 8 chiffres. Pour aider notre population, et aussi c'est à la demande des opérateurs. Voilà, on a donné juste un mois, ça finit le 28 février. Et donc, vous pouvez appeler aujourd'hui à 10 chiffres. Si vous vous êtes trompé, que vous avez composé votre numéro à 8 chiffres, votre appel va aboutir. Mais dans un mois, ça ne sera plus possible. Bien sûr. Alors, ce schéma de numérotation est prévu pour s'étendre sur les 50 années à venir, c'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Alors, mais en 2000, au basculement à 8 chiffres, la RTCI, ce sont les informations que nous avons recueillies sur votre site Internet, vous avez dit que ce passage allait s'étendre sur 50 ans. Alors, nous sommes aujourd'hui, 21 ans plus tard, on bascule déjà à 10 chiffres. Alors, qu'est-ce qui prouve que 20 ans après, il n'y aura pas un nouveau basculement? Madame, l'économie numérique se développe. Nous fonctionnons... Qu'est-ce qui s'est passé pour que 20 ans plus tard, même pas 50 ans, même pas 25 ans, qu'on ait déjà un nouveau basculement? Qu'est-ce qui s'est passé? L'engouement du téléphone. L'engouement. Rappelez-vous, vous étiez beaucoup plus dans le réseau fixe. Mais lorsque nous sommes arrivés au niveau des mobiles, il y a eu un boom. C'était de façon exponentielle que les usagers se sont rués sur ces bijoux. Mais c'est normal que... On n'atteint même pas le terme. Non, 21 ans après, que déjà on passe ça a été bien dimensionné, à 21 ans après. Mais voilà que cette fois-ci, on ne reste pas à 100 millions, nous allons à 10 milliards. Oui, à 10 voilà. milliards, mais est-ce qu'il y a une bonne planification du système de numérotation en Côte d'Ivoire, vraiment? Bien sûr, il y a une bonne planification. Nous sommes des experts du domaine, ou alors on ne serait pas là-bas. Alors, ce basculement concerne plus de 56 millions de numéros mobiles. Voilà, plus de 50 millions, des milliards. Alors, qui paye pour le basculement?
ce sont les opérateurs et la RTCI. Nous avons payé pour, la communication, comme les opérateurs aussi. Puis les opérateurs ont mis à niveau les équipements pour que cela puisse faire les 10 chiffres. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a une facturation en arrière-plan dont on ne parle pas, qu'on ne dit pas aux Ivoiriens? Non. On leur a dit dès le départ qu'ils n'ont rien à payer. J'espère qu'à la fin, ils ne vont pas payer quelque chose. Non. Alors, ce que je vous pose comme question, ils disent, est-ce qu'il n'y aura pas une certaine facturation du genre augmentation de factures d'eau, d'électricité? Voilà, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Non, moi je vous pose la question. Les Ivoiriens se demandent, c'est comme ça ils disent. Et après, bon, voilà, on constate que les factures augmentent. Ne dites pas comme ça, nous sommes quand même des régulateurs du secteur des télécommunications. Je ne vois pas pourquoi ce business-là va encore influer vos factures d'eau, d'électricité. Il n'y aura pas d'augmentation. En tout cas, dans le numéro de télécom, nous n'avons pas prévu d'augmentation. Mais tout dépend aussi de l'offre, des offres qui sont faites aux consommateurs. Voilà, mais je vous dis que l'opération a coûté 0 franc aux consommateurs. 0 franc. 0 franc et l'opération va continuer à coûter 0 franc. À coûter 0 franc, mais si... Avec l'arrivée de la 5G, il y a d'autres services qui naissent, voilà, qui naissent, mais vous savez, vous allez où votre poche peut vous envoyer. Donc, si vous allez prendre un service où vous pouvez contrôler la poubelle qui est devant votre maison sans vous déplacer, il y a un gain de temps. Mais aussi, certainement que l'opérateur vous dira, le fait que vous ne vous déplacez plus, bon, vous avez peut-être quelque chose à payer, parce que c'est une offre. C'est une offre. Ce n'est pas que la voix. Il y a la data qui va être développée. Et, voilà. Alors, actualité oblige. On va revenir sur cette question qui a été beaucoup débattue, la question des bonus donnés par les opérateurs de téléphonie mobile. Alors, pourquoi la RTCI a exigé, permettez la question, la RTCI a exigé la limitation des bonus à 100% au lieu de 200 ou 300 qui arrange bien la population? Alors, je vais vous dire juste 2 choses. La RTCI est le régulateur du secteur des télécommunications TIC en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons cette expertise, nous avons nos missions. Nos missions nous amènent à bien apprécier, à bien observer l'état du marché et de faire de sorte qu'il y ait l'équilibre. Il ne faudrait pas qu'il y ait du dumping ou autre. Donc, nous faisons notre analyse du marché et nous avons vu qu'effectivement, que les bonus dont vous parlez n'étaient pas réellement des bonus. C'était des compétitions tous azimuts qui n'avaient pas le droit d'exister parce que ça détruisait le marché. Alors on leur a dit de continuer le bonus, on n'a pas supprimé le bonus. On a dit que le bonus peut être à 100%. Et puis, dans la phase où vous avez les 300%, mais vous les perdez quand vous n'avez pas fini de les consommer. Alors qu'avec ce que nous avons proposé, même si vous n'avez pas fini, vous gardez... Conserver le bonus. Vous avez vu que tous les opérateurs l'ont appliqué. Mais dans la première phase où il y avait les 300% de bonus et autres, il n'y avait plus d'investissement parce qu'il n'y avait plus de revenus. Voilà, les opérateurs ne faisaient pas réellement la bonne affaire. C'est d'être présents sur le marché et ils ont compris. D'ailleurs, il y a un des opérateurs qui a commencé à appliquer depuis longtemps. Les 2 autres ont compris, il fallait le faire. D'accord. Alors, Bilé Diémiléou, merci d'être venu donc à Instant Vérité pour apporter ces éclairages aux Ivoiriens sur les défis liés au passage de la numérotation à 10 chiffres. Alors, vous êtes donc le directeur général de la RTCI. La RTCI, c'est l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci de nous avoir suivis dans Matin Bonheur. Et maintenant, c'est la pub. Attention, coronavirus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser,
ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, numéro d'appui le Corot Mama Pékin, 30-31 janvier 2021, 01 Rouna. Yeranga Yere Toluni 01 Oti Amouvu Yema, 05 ou MTN ou Yema, 07 ou Orange ou Yé. Gagi Fissou Kwale, Yé 21 Oti Amouvu Yé, 25 ou MTN ou Yé, Poni 27 Orange ou Yé. Numéro d'urgence ni assistance Belega Fali. Yeranga information Nerenaya chez site internet ou pnn.artci.ci. Professionnels des entreprises et organisations, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres vous offre des formations diplômantes du niveau licence et master en diplomatie protocole relations internationales, en ingénierie fiscale, en management de la commande publique, en management sanitaire et gouvernance hospitalière, en management qualité, sécurité et environnement, management des projets, management des organisations, ressources humaines, management des organisations scolaires et un DBA. Le Camp PC vous offre aussi des certificats et des séminaires. Infoline, plus 225 27 22 44 49 46. Au Camp PC se joue le destin de nos États en matière de formation. Bonjour, Béoumi. Sous le parrainage du ministre Sidiki Moko Touré, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Béoumi, ce samedi 13 février à 20h au stade avec vos humoristes préférés. Le bonus, un concert géant avec Mike Alabi. Tu as prié, tu m'as dit que je suis un enfant béni, enfant béni. N'allez en paix, enfant de ne pas oublier d'où je viens, enfant béni. Les deux spectacles sont offerts gracieusement à la population de Béoumi par l'honorable Sidiki Moko Touré, député du département de Béoumi, fils de Gbeke. Bonjour, un concept RTI. Et voilà, dernière ligne droite à amorcer dans cette émission. Nous en arrivons à la thématique investissement avec M. Abi Guinogues pour les lundis. Vous savez désormais, c'est le rituel de notre thématique. On parlera de comment procéder à une allocation d'actifs juste après le jingle. Et oui, lundi donc avec M. Guy Abi Nogues, allocation d'actifs, on en parle maintenant. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour Alice. Bonjour Monsieur Abi, on sait bien depuis maintenant vos différents passages qu'il faut diversifier son portefeuille d'investissement. Mais comment constituer justement ce portefeuille-là et de quoi y mettre à l'intérieur? Aujourd'hui, on parle d'un pan bien spécifique, à savoir l'allocation d'actifs. Qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, l'allocation d'actifs, en fait, c'est le principe de choisir, j'allais dire, une catégorie de valeurs pour le mettre dans votre portefeuille d'investissement. Et j'allais dire que c'est vraiment la clé de voûte de tout système de gestion de portefeuille. Si vous ne réussissez pas une bonne allocation d'actifs, il va sans dire que votre portefeuille d'investissement va être un échec. Cela comporte quoi? Quelles sont les différentes catégories pour un tel processus? Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, préciser que l'allocation d'actifs, tout à l'heure je l'ai dit, c'est vraiment la clé de voûte de toute gestion de portefeuille. Mais cette allocation d'actifs, elle peut se faire de plusieurs façons. Okay. Elle peut se faire par secteur d'activité. Quand vous prenez par exemple le cas de la Bourse régionale des valeurs mobilières, nous avons 7 secteurs d'activité qui part du secteur de la distribution jusqu'au secteur donc, de la finance, en passant par le secteur du transport, de l'agro-industrie et autres. Et elle peut également se faire par zone géographique. N'oubliez pas que la Bourse régionale des valeurs est une bourse qui est commune à l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Donc vous pouvez à la fois choisir des valeurs, par exemple, propres au Sénégal, au Niger, au Burkina ou au Bénin, et voire même la Côte d'Ivoire, et vous constituez votre portefeuille d'investissement avec. Et elle peut également se faire par classe d'actifs. Qu'est-ce qu'on entend par classe d'actifs? Vous avez en principe 5 grandes classes d'actifs. Les actions, les obligations, les titres monétaires, vous avez les métaux précieux, et puis vous avez l'immobilier. Donc vous pouvez donc faire une allocation d'actifs en fonction de ces différentes classes d'actifs, et puis donc avoir votre portefeuille d'investissement.
Alors, maintenant, pour répondre à votre question, lorsque vous voulez rentrer dans un processus d'allocation d'actifs, c'est d'ailleurs la clé de base, la clé de voûte de tout système de gestion de portefeuille, vous devez d'abord déterminer, on y revient, votre profil. Vous devez d'abord déterminer, votre profil d'investisseur. C'est très important. C'est très important. Parce qu'à chaque profil d'investisseur va correspondre une attitude particulière par rapport au marché. On a dit ici sur ce plateau qu'on avait donc un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Il va sans dire que, en fonction de votre profil d'investisseur, l'allocation d'actifs que vous allez réaliser par rapport à votre portefeuille d'investissement ne sera pas du tout la même. Voyez, dans un profil prudent, vous êtes beaucoup plus enclin à choisir des valeurs, j'allais dire, qui sont sans risque, a priori sans risque, mais donc la rentabilité que vous attendez de ces valeurs-là, évidemment, elle n'est pas du tout élevée. Dans un profil équilibré, vous êtes, comme le nom l'indique, l'intitulé l'indique, vous êtes vraiment à l'équilibre. Vous cherchez à la fois avoir de la croissance sur le capital investi et puis de la perception du revenu. Donc actions, obligations, titres du marché monétaire, tout cela, vous pouvez les mettre à 30%, 30%, et puis vous avez donc un profil équilibré. Maintenant, dans un profil agressif ou dynamique, vous faites la part belle aux actions. Donc vous voyez tout de suite que dans une allocation d'actifs qui se met en place pour 3 types d'investisseurs, ayant donc ces 3 types de profils, nous sommes vraiment sur des portefeuilles d'investissement qui sont complètement différents. D'accord. Alors, on va peut-être insister sur ce volet-là, en fonction des déclinaisons de chaque profil, fait le petit travail de relais pour orienter les différents profils vers les actifs qui sont adéquats à leur, on va dire, à leur physionomie, tout simplement. D'accord. Alors, vous savez, quand vous avez un profil prudent et que vous décidez maintenant de faire une allocation d'actifs, parce que je vous l'ai dit, je le répète et je veux vraiment insister là-dessus, c'est vraiment la partie la plus cruciale dans un portefeuille d'investissement. Si vous ratez votre allocation d'actifs, vous n'allez pas du tout avoir un portefeuille consistant et ce portefeuille-là ira un peu, j'allais dire, dans tous les sens. Il va falloir donc, en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction également de, comment dirais-je, de votre objectif financier, parce qu'à chaque objectif financier est associé, vous allez associer donc un horizon d'épargne et évidemment un niveau de rentabilité, de risque qui serait acceptable pour vous. Voyez? À cela, vous allez également ajouter votre exposition au marché financier. Est-ce que je suis beaucoup plus sensible aux actions? Est-ce que je suis beaucoup plus sensible aux obligations? Est-ce que les OPCVM sont beaucoup plus... je suis beaucoup plus à l'aise avec les OPCVM. Voyez. Donc, quand vous allez consulter votre portefeuille d'investissement, il va falloir que cela reste constamment donc, dans votre tête pour pouvoir avoir un portefeuille d'investissement qui corresponde effectivement au champ d'investissement que vous voulez mettre en place. Qui choisit la stratégie à adopter? C'est l'investisseur. Oui. Il le fait avec l'aide de son conseiller en patrimoine ou en conseiller donc, de gestion, ou s'il a des aptitudes en finance, il peut le faire tout seul. Du coup, j'ai envie de vous demander quels sont les critères de sélection d'un conseiller en gestion de patrimoine? Alors, ça, c'est une excellente question. Quand vous allez vers un conseiller en gestion de patrimoine, ce qui est important pour vous, il faut voir l'expérience de ce gestionnaire. Est-ce que c'est un gestionnaire qui a une expérience avérée par rapport donc, au marché financier? Est-ce que ce que vous entendez dire sur ce gestionnaire sont donc à sa faveur? Si oui, en ce moment, vous pouvez aller vers ce gestionnaire. D'ailleurs, je vous recommande toujours d'en discuter au moins avec 2 ou 3 avant d'en choisir un. C'est très important, hein, ce volet-là, parce qu'aujourd'hui, il pilule partout des conseillers en gestion de patrimoine qui ont pignon sur rue, mais qui n'ont pas forcément la réputation adéquate. Il faut faire attention. C'est exact. Oui, l'expérience aussi, on en a tellement à profusion, ces cabinets. Alors, quelle serait l'incidence d'un portefeuille d'investissement sans allocation d'actifs? Alors, si vous consultez un portefeuille d'investissement sans allocation d'actifs, je vais vous dire, je choisirais une expression donc imagée pour que vous compreniez très bien. Allons-y. C'est comme si je vous mettais sur l'autoroute du Nord et je vous bandais les yeux et je vous demandais donc de rouler. Ah oui, c'est un suicide. Oui. Ça s'appelle un suicide. Vous allez tout droit au suicide. Oui. Oui. Parce que la location d'actifs, c'est ce fait-là même, c'est cette technique-là même qui va vous permettre d'avoir un portefeuille d'investissement pour pouvoir réaliser vos objectifs plus tard. Si vous avez, par exemple, une maison à construire, vous dites, je dois construire ma résidence principale, la question est de savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre portefeuille d'investissement pour pouvoir dégager suffisamment de revenus, avoir de la croissance sur le capital que vous avez investi,
afin, in fine, de pouvoir donc avoir suffisamment de revenus, tirer suffisamment de revenus du marché pour pouvoir réaliser, j'allais dire, vos objectifs. Bien sûr. C'est pour cela que l'allocation d'actifs est vraiment la clé de voûte de tout, j'allais dire, tout système de gestion de portefeuille. C'est clair que ce processus-là est très bien organisé, qu'il faut bien respecter les étapes. Donc, pour constituer son portefeuille, on part d'abord pour les allocations d'actifs. On va rentrer un peu plus dans le détail. En fonction de nos profils prudents, équilibrés et dynamiques, qu'est-ce qu'on a véritablement avec des exemples palpables? Alors, vous savez, par exemple, dans un profil, j'allais dire, dynamique, vous consultez votre portefeuille d'investissement, la préférence va partir donc aux actions. Vous allez donc mettre l'accent sur les actions pour avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la croissance du capital donc investi, pour avoir beaucoup plus de rentabilité dans votre portefeuille d'investissement. Et je reviens encore sur un élément important que nous avons donc indiqué ici sur ce plateau, c'est le long terme. Quand vous constituez un portefeuille d'investissement, vous le faites pour le long terme. Et ce sont ces actions-là qui vont vous donner la rentabilité que vous êtes vraiment en train de chercher par rapport donc à ce long terme. Où trouver ces actions? Ces actions existent sur le marché, j'allais dire le marché de la bourse, le marché financier, notamment la Bourse régionale des valeurs mobilières. Vous avez à peu près, j'allais dire, moins d'une cinquantaine d'actions qui sont cotées, donc de sociétés qui sont cotées et qui proposent ces actions-là. À quel coût? Alors, les coûts varient. Parce que vous savez que les actions sont en fonction, le coût de l'action est fonction de l'offre et de la demande. Mais la moyenne de coûts aujourd'hui, le responsable de la Bourse régionale des valeurs s'est arrangé pour que la moyenne de cours aujourd'hui sur le marché financier soit, je crois, de l'ordre de 10 000 francs CFA. C'est pour permettre au plus grand nombre de pouvoir donc accéder au marché boursier. Et c'est important, et surtout merci pour ce... Oui, on sait que c'est sûr après que vous allez prendre des actions. Ah mais oui, on a besoin d'actions, certes pour nous, mais surtout pour tous ceux qui vont venir après. Alors, comment, de façon concrète, se fait cette répartition? On va rester un peu dans les exemples toujours. Oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc du profil dynamique. Oui, Prenons avec donc, les actions. Avec les actions. Prenons maintenant le cas du profil, le profil prudent. Oui. Si j'ai un profil prudent, ce qui est important pour moi, c'est de la préservation de mon capital investi. Et puis, bien évidemment, de la perception de revenus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais privilégier les obligations. Vous voyez, comparativement donc aux actions. Je vais privilégier les obligations, de telle sorte que chaque année, je perçois donc un revenu émanant donc des intérêts obligataires. Et donc, je suis satisfait avec cela. Par contre, je vais quand même avoir peut-être 10 ou 20% d'actions dans mon portefeuille d'investissement pour booster un temps soit peu mon portefeuille d'investissement. La priorité pour moi, c'est d'avoir des actions. Parce que je veux absolument protéger donc, mon portefeuille d'investissement, je veux absolument maintenir donc, mon capital de départ et je veux également continuer à percevoir des revenus. Donc j'ai un profil qui m'amène à constituer un portefeuille d'investissement de la sorte qui est complètement différent de celui qui a un profil dynamique qui, on l'a dit ici, notamment va revenir beaucoup plus aux jeunes. Tout à fait. Alors, pour ce cas typique, pour cet exemple-là, où on est dans un profil prudent, donc on a pour recherche imminente le retour sur son investissement, comment constituer son capital et puis comment vraiment calculer son retour sur investissement? Parce que c'est ça finalement qui intéresse. Alors, le capital, c'est vous qui le décidez dès le départ. Et le capital, de manière principale, va venir de vos revenus. Si vous êtes salarié, ça va venir donc de votre salaire. Vous allez donc affecter une partie de votre salaire, notamment à votre portefeuille d'investissement. On l'a dit ici, vous allez par exemple décider d'affecter, je dis un peu n'importe quoi, 20% ou 25% de votre salaire, notamment à votre portefeuille d'investissement. Mais quand vous le faites, il faut le faire de manière régulière. Voyez, il faut le faire de manière régulière, de telle sorte que vous ayez, in fine, un portefeuille d'investissement qui soit consistant. N'oubliez pas que chaque année, justement pour parler du retour sur l'investissement, chaque année, en début d'année, vous avez un portefeuille d'investissement qui se trouve maintenant à une valeur X, qui affiche une valeur X. À la fin d'année, il peut afficher une valeur X plus quelque chose ou X moins quelque chose. Oui. Voilà. En fonction donc de la volatilité du marché, en fonction du comportement, de la performance globale du marché. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous alarmer. Si vous affichez un rendement de X plus quelque chose, un rendement positif, mais c'est tant mieux. Vous continuez votre processus d'investissement. Vous allez réajuster votre marché pour voir est-ce qu'il y a des données macroéconomiques à l'extérieur, notamment au niveau de l'économie en général, qui viennent perturber
le fonctionnement de votre portefeuille d'investissement ou qui viennent perturber donc de manière générale le marché financier. Si oui, vous ajustez votre portefeuille d'investissement. Pourquoi? Pour maintenir toujours la rentabilité que vous êtes en train de chercher sur le marché. Oui, c'est vrai qu'on veut un retour sur investissement rapidement, mais en tout état de cause, ce n'est pas des arachides qu'on va vendre et tout, donc il faudrait être patient. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas des arachides, ce sont des valeurs et ces valeurs-là sont rattachées, donc j'allais dire, sont dans l'économie réelle. Ce sont des sociétés qui fonctionnent, qui mettent des actions ou des obligations à la disposition donc, des investisseurs et à partir de là, vous êtes en plein dans l'économie réelle. Alors, pour pouvoir toucher peut-être du doigt, c'est vrai qu'on n'a pas de cash ici, ce serait bien, pourquoi pas. Oui. Mais pour pouvoir imager le retour sur investissement, on prendra peut-être un exemple avec un chiffre précis pour voir comment en retour on obtient cet investissement, on obtient en tout cas le retour sur investissement avec un montant bien précis. Oui, supposez que... Je prendrai un exemple, par exemple, sur le BRVM10, qui est l'indice des 10 valeurs les plus actives du marché, qui est l'indice qui indique la vitalité du marché. C'est vrai que nous avions dit ici que l'indice avait perdu 12% de sa valeur au cours de l'année 2020, mais à supposer que cet indice-là ait gagné plutôt 12%. Et que vous ayez un portefeuille d'investissement constitué ayant une valeur d'1 million de francs CFA au départ, l'indice ayant gagné 12%, ça veut dire que tout simplement vous avez gagné 120 000 francs CFA. Très bien. 120 000 francs CFA, que vous rajoutez donc sur les 1 million que vous avez, donc votre capital au début donc de l'année 2021 va se situer donc à 1 120 000 francs CFA qui seront donc réinvestis dans le marché. Voilà de manière, j'allais dire, succincte. Et en matière, par exemple, de timing, on se dit que c'est sur un exercice, c'est à l'année qu'on récupère ces 120 000, ou d'aucuns pourraient penser que c'est chaque mois. Hein. Non, c'est à l'année. Ça ferait à l'année. sourire. Et ça, il y a deux éléments, il faut que je précise. Ici, on est en train de parler du rendement annuel, de la volatilité du marché par rapport à votre portefeuille d'investissement. On a dit que l'indice a gagné 12%. C'est vrai, ça vous fait 120 000 francs CFA. Ben, il y a un élément qu'il faut donc absolument tenir compte, ce sont les intérêts. Si vous avez des obligations, vous allez percevoir des intérêts obligataires sur votre portefeuille d'investissement. Si vous avez des actions, vous allez percevoir évidemment des dividendes si et jamais si ces entreprises ont dégagé des résultats bénéfices et qu'elles décident de distribuer des dividendes. Tout ça vient augmenter la rentabilité globale de votre portefeuille d'investissement. Donc soyez sûr, en retour, on sort gagnant. Forcément, mais il faut être patient. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers des classes, des classes d'actifs alternatives, par exemple les matières premières? Oui, c'est un élément, j'allais dire, important, effectivement, sur les marchés occidentaux, mais malheureusement qui, ici, n'existe pas encore. Bien que la BRVM, aujourd'hui, soit en train de travailler sur, comment dirais-je, un indice boursier au niveau des matières donc, agricoles, et je crois que c'est le maïs qui a été retenu comme test, notamment pour pouvoir avoir des matières premières au niveau donc, de la bourse. Effectivement, les matières premières constitue une classe d'actifs et sur les grands marchés occidentaux, beaucoup d'investisseurs peuvent, j'allais dire, choisir donc cette classe d'actifs pour les loger dans leur portefeuille d'investissement. Alors vous jetiez, vous faites une projection sur les marchés occidentaux, voire internationaux. Que pensez-vous finalement de l'intelligence économique dans la stratégie, par exemple pour la prospective, la planification, pour pouvoir apporter beaucoup plus de chances aux investisseurs locaux? Oui, je l'ai dit ici, vous savez, au niveau de l'intelligence économique, vous faites de la recherche pour avoir des informations, je ne dirais pas confidentielles, mais des informations qui sont connues. C'est de la prospective, donc voilà, c'est de la prospective, et donc vous vous projetez par rapport à, j'allais dire, par rapport à une entreprise donnée, et par rapport à cette entreprise, vous pouvez en ce moment décider de prendre des participations ou acheter des actions de cette entreprise parce que vous détenez des informations, en faisant vos recherches, vous détenez des informations que l'ensemble du marché n'a pas. Par exemple, si je décide d'aller investir au Maroc, dans un secteur donné, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc envoyer, j'allais dire, les spécialistes de l'intelligence économique pour faire de la recherche dans ce secteur d'activité, pour voir si, effectivement, il y a matière à y aller ou pas. Si ces spécialistes me disent, vous avez tout intérêt donc à rentrer dans ce secteur d'activité parce qu'il y a de la marge et les rendements attendus, la rentabilité attendue du secteur s'inscrit donc en hausse, mais bien évidemment, j'irai donc
tout à fait à l'aise, je vais donc investir dans ce secteur. Parce que j'ai une information qui m'est capitale et qui me permet de prendre une décision d'investissement pour rentrer dans un secteur d'activité donné. Oui, cela nous amène à comprendre qu'il faudrait une véritable diversification pour que tout le monde puisse sortir gagnant. Effectivement, parce que quand vous avez votre portefeuille d'investissement, je l'ai dit ici, la diversification, c'est vraiment la clé pour réduire le risque encouru par votre portefeuille d'investissement. Donc, toutes les classes d'actifs qui sont indiquées, vous devez absolument avoir un bout de chaque classe d'actifs. Bon, on n'a pas les métaux précieux ici, ça va certainement arriver, mais dans un portefeuille global, vous pouvez même avoir de l'immobilier. Parce que quand on va regarder votre patrimoine dans son ensemble, on va même regarder pour voir si vous avez un investissement dans le secteur de l'immobilier. Alors, parlons toujours de l'intelligence économique qui pourrait vraiment mieux orienter les différents profils pour pouvoir investir. Est-ce que les conseillers en gestion de patrimoine, finalement, ont la compétence pour l'analyse sur le terrain, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple? Oui, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon la recherche, faire de la recherche. Faire de la recherche, c'est quoi? C'est faire une analyse financière sur les sociétés sur lesquelles vous voulez investir. Et faire une analyse financière, c'est tout simple. C'est-à-dire quoi? Vous allez rencontrer les responsables de la société. Vous discutez avec eux de leurs perspectives de développement. Vous discutez avec eux de leurs résultats passés. Et vous voyez, par exemple, si dans tel ou tel domaine précis, ils sont en train de prévoir des investissements, ils sont en train de prévoir donc peut-être une entrée sur un marché nouveau. Et tout cela, vous devez ensuite les traduire en chiffres. Une fois que vous les traduisez en chiffres, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez donc le chiffre d'affaires de la société. Ces chiffres d'affaires indiquent certainement donc de la croissance au niveau donc de cette entreprise-là, indiquent de la vitalité au niveau de cette entreprise-là. Si tel est le cas, oui, je suis prêt à racheter des actions de cette société-là. En même temps, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vraiment accessible? Parce qu'on a tendance à dire qu'on ne prête qu'aux riches. Hein. Finalement, oui. Est-ce que ce genre d'analyse-là n'est pas orienté vers une classe spécifique qui... au bout du compte, se retrouve toujours en pole position? Non, pas du tout. Excusez-moi si j'en ris, parce qu'on revient toujours au principe premier, l'investissement n'appartient qu'aux riches. Ben oui, non, à l'accessibilité, à la masse. Non, c'est pas vrai du tout. Vous savez, tout le monde a accès à l'information. Si vous avez un conseiller, j'allais dire en investissement, ou un conseiller en gestion de portefeuille, quand vous allez le voir pour faire le choix, notamment par rapport donc, à vos différentes classes d'actifs, il vous dit pas, par exemple, achetez telle action, et puis point barre. Non, il vous dit simplement achetez l'action parce que je pense que ceci, je pense cela. Et donc, les éléments qu'il vous donne sont les éléments qui vous permettent de prendre une décision d'investissement. Et donc, à partir de ces éléments, et lui, il tient ces éléments de quoi? De la recherche faite par son analyse financière qui lui dit, je vous recommande de conseiller telle valeur, notamment donc aux clients, parce qu'il y a de la prospective, il y a de la croissance attendue sur ces sociétés-là, donc vous pouvez donc les recommander à vos clients. Merci beaucoup à M. Guy Abi Nogues, avec qui on parlait aujourd'hui d'allocation d'actifs. Il est avec nous tous les lundis et on parle investissement. Merci beaucoup. Mais je vous remercie. Allez. Excellent début de semaine. Allez, nous avons terminé, Alix. Exactement, on a fini et on espère que vous avez pris bonne note depuis maintenant quelques semaines. C'est sûr qu'on commence à être bien informé sur la question. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et puis on reviendra demain pour mardi. Et n'oubliez pas que c'est la semaine de l'amour. Il insiste. Hein. Que Dieu vous garde. Au revoir.